Ça y est, c'est parti pour l'enregistrement et c'est parti pour le live également. Donc je vous remercie d'être, présent à ce webinaire, qui va parler de la validation des convertisseurs de puissance avec LTSpice. Donc c'est en ce moment quelque chose qui est très à la mode, hein, on nous parle beaucoup d'IA. Bah, là, on va voir comment est-ce qu'on peut laisser travailler le PC, à notre place quand on est, designer, de cartes électroniques. Donc là, aujourd'hui, on va voir les principales fonctions qui pour moi permettent de faciliter et d'accélérer le design et la validation, d'un convertisseur grâce à LTSpice pour vraiment réussir à avoir le prototype bon, du premier coup. On va voir aujourd'hui comment on peut, faire travailler, le PC pour la validation, à la fois sur les tolérances et sur les différents profils de mission, c'est le terme technique qu'on utilise, qui peuvent être appliqués à votre produit. Le premier outil pour moi, c'est le PWL ou Piecewise Linear, qui va vraiment permettre de valider un grand nombre de scénarios en un seul rôle de simulation. Ensuite, on va voir comment on va pouvoir itérer nos simulations. Donc, au-delà de réussir à valider beaucoup de choses sur une seule simulation, on va voir comment on peut, en cliquant une fois sur le bouton simuler, simuler 20, 30, 40, 50 scénarios, voire beaucoup plus, vous allez le voir. Ensuite, on va essayer de voir comment on peut utiliser l'automatisation de la mesure, donc la directive mesure, pour tout simplement extraire des informations que j'appelle composites sur le fonctionnement de nos montages. Ensuite, on va voir comment l'usage de coordonnées exotiques, vous allez voir ce que j'entends exactement par exotique, va nous permettre de valider qu'on reste, là en l'occurrence, dans le Safe Operating Area d'un MOSFET et comment, on peut aussi, utiliser les derniers outils qui font partie des mises à jour récentes de LTSpice, pour valider thermiquement, par exemple, une température de jonction, avec l'analyse, thermique temporelle SO à terme. Donc c'est parti pour la première partie, l'usage des vecteurs de test en PWL. L'usage de vecteurs de test en PWL, vous faites peut-être déjà des vecteurs de test quand vous validez du logiciel. Donc ici, l'usage des vecteurs de test en PWL, pour moi, c'est vraiment très intéressant parce que on va être capable d'automatiser la génération d'un vecteur de tension ou d'un vecteur de courant. Donc là, en l'occurrence, l'exemple que je vais prendre, c'est l'automatisation d'un vecteur de courant qui va être ici, au niveau de out, la charge en ampères sur un convertisseur DC-DC. Donc on a dans notre fichier de définition, load profile, un couple de temps et de courant. Donc ça peut très bien être ici, c'est des ampères, ça pourrait très bien être des volts si on avait décidé d'allouer ce PWL file directement à une source de tension. Donc ça permet à la fois de stresser la sortie du convertisseur, ça permet aussi de stresser son entrée, si vous souhaitez par exemple faire des sinusoïdes manquantes, euh, sur une entrée secteur ou différentes répétitions de signaux. Donc ici, vraiment, quand on design un convertisseur, on va beaucoup parler de load transiente. Donc c'est typiquement un cas d'usage où on va stresser les convertisseurs en faisant varier brusquement ou en mettant carrément en court-circuit la charge d'un convertisseur. Donc ici, l'usage de vecteurs de test permet drastiquement de réduire le temps de validation. Alors je m'explique, si vous aviez besoin de réouvrir, de relancer une simulation à chaque fois en changeant, la valeur de courant à la sortie, en changeant la valeur de résistance par exemple, vous passeriez beaucoup de temps. Là, vous allez avoir la possibilité, en ayant une simulation qui dure une dizaine de millisecondes, de valider l'intégralité des cas d'usage que vous voulez tester. Alors, pour utiliser les PWL files, les piecewise linear, on va utiliser dans la définition de votre source de courant, en l'occurrence, la partie PWL file. Donc dans le PWL file, on a rentré notre couple de points avec à la fois la valeur temporelle et la valeur de courant ou de tension. Donc là, ce que vous avez sous forme de fichier texte ici. On entre là le fichier et on va pouvoir simuler la variation de charge à la sortie. Si on regarde un petit peu sur une simulation qui tourne, on voit une seule simulation ici va permettre de valider beaucoup de choses. Donc en haut, on a le courant de sortie.
au niveau du convertisseur. Et en bas, on a la tension de sortie du convertisseur. Donc là, vous voyez, souvent, on vous parle de load transient, de load transient response, de light load stability. Donc là, tous ces termes-là que vous retrouvez dans les datasheets, vous les retrouvez sur une seule simulation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de seulement une dizaine de millisecondes. Donc là, on voit au début l'étape de démarrage avec seulement un courant qui passe de 0 à 1 ampère et qui reste à 1 ampère. On voit notre tension se stabiliser après quelques centaines de microsecondes et rester stable aux alentours de 5 volts. Ensuite, on met notre convertisseur en surcharge, donc la capa de sortie va se décharger, on voit la petite pointe de courant ici jusqu'à 10 ampères, la tension de mon convertisseur s'écroule et on reste ce qu'on appelle en hiccup mode, ici, à tenter de vérifier que le court-circuit a été retiré. Lorsque le court-circuit est retiré, en 3, on va vérifier la capacité de notre convertisseur ici à repartir, correctement. Donc là, en l'occurrence, on s'aperçoit qu'au redémarrage, s'il y a vraiment pas de charge, notre convertisseur va bien redémarrer, mais petit problème, on va avoir une erreur, statique de tension ici, qui va faire qu'on est, à 5 volts 5. Donc il va y avoir du travail à faire, par exemple au niveau de la régulation, pour éviter d'avoir cette tension-là. Ensuite, on va passer dans des faibles charges. Donc là, ici, notre piecewise linéaire définit un point ici, un point ici, un point ici. Et vous voyez, l'interpolation se fait toute seule dans le logiciel, ce qui nous permet de valider en fait la différence de la tension de sortie en fonction du courant qui est appliqué en sortie. Derrière, on va repasser à nouveau sur un test qui va vérifier la tension de sortie lorsqu'on n'a pas de charge. Et là, on rentre sur quelque chose qui est plus typique, qui est bien connu des designers, qui est le load transient. Donc, on va appliquer un échelon de charge. Je vois un message sur iPad, pas de son, désolé, c'est intéressant. Bah, on aura un replay où normalement le son est enregistré, n'hésitez pas. Donc ici, l'échelon de charge va s'afficher, va créer une variation de la tension de sortie. Et vous voyez, lorsque l'échelon de charge est relâché, on revient dans une situation où on a un petit peu trop de tension en sortie. Donc là, en une simulation qui a tourné pendant environ, qui a simulé quelques millisecondes du montage et qui a tourné pendant quelques secondes pour simuler, on a réussi à valider un grand nombre de tests. Et surtout, ce qui est avantageux, c'est que ce vecteur de test, qui fait peut-être partie du savoir-faire de votre société, qui fait peut-être partie du profil de mission typique, bah, vous avez la possibilité de l'appliquer à un grand nombre de convertisseurs. Vous avez la possibilité de tester également, c'est ce qu'on va voir derrière, ce même vecteur de test, mais sur des itérations de simulation. L'avantage aussi, lorsque par exemple vous voulez simuler une sinusoïde, c'est que vous n'avez pas besoin de générer les points qui correspondent à la sinusoïde sur 2-3 minutes, si vous faites une simulation sur 2-3 minutes. Vous pouvez choisir de n'afficher qu'une ou deux alternances de sinusoïdes et décider de faire répéter votre fichier de load profile pour faire tourner votre vecteur de test un grand nombre de fois. Donc là, il suffit d'ouvrir la directive PWL. Alors, il n'y a pas de case à cocher. Il va vraiment falloir cliquer sur la directive PWL et ajouter repeat forever et end repeat sur votre fichier, enfin sur votre load profile qui était mis à l'origine. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'appliquer les PWL directement à une grande variété de sources et de charges. Source de courant, source de tension et également charge. Donc là, c'est le test qui a été réalisé ici a été fait avec le dernier type. Ici, la charge, parce que si j'avais fait le test ici avec I3, j'aurais pu avoir des tensions négatives. C'est ce qu'on remarque aussi. Ici, on est vraiment sur une charge qui ne peut pas sourcer de la tension. Donc, l'autre avantage de ces piecewise linéaires, c'est que vous avez vu, c'est du texte. Donc le premier piecewise linéaire file a été fait de manière textuelle à la main. J'ai rentré des couples temps, valeur de courant, valeur de tension. Ici, lorsque je vais un petit peu plus loin dans la validation ou lorsque j'ai besoin par exemple de valider une liaison série, de valider avec un grand nombre de cas,
je vais aller travailler directement sur la génération de fichiers PWL avec du code. Alors, il y en a qui aiment le Python, il y en a qui aiment le C, il y en a qui vont utiliser MATLAB pour faire ça. Libre à vous, de toute façon. L'avantage de ces fichiers-là, c'est vraiment qu'on est sur c'est vraiment qu'on est sur quelque chose de très très flexible du point de vue du point de vue du format d'entrée et l'intermédiaire, c'est un fichier texte. Donc là ici, vous voyez le code qui correspond euh, le code qui correspond à la génération d'une séquence de 0 et de 1, enfin de 0 volts et de 5 volts aléatoires. L'autre chose intéressante sur l'usage des vecteurs de test en PWL, bah, c'est d'ajouter un petit peu de hardware in the loop, ou en tout cas de vecteurs de test que vous avez récupérés dans le monde réel. Donc là, en l'occurrence, vous avez la capture qui a été faite sur un oscilloscope. Donc là, c'est du Rode-Schwartz. Vous avez directement la possibilité de capturer, d'enregistrer les points au format CSV sur la clé USB en façade. Vous récupérez votre fichier CSV, vous l'ouvrez sous Excel et vous vous apercevez que bah, vous avez directement de quoi alimenter LTSpice. Alors, pas alimenter vraiment directement, puisque LTSpice va être un petit peu difficile du point de vue des données qu'il va prendre en entrée. À savoir, il va pas supporter quand vous avez un en-tête. Les temps négatifs, il apprécie pas trop ça. Et bah, vu que vous affectez un fichier PWL à une source, vous avez qu'une seule colonne de valeur à lui fournir. Donc vous voyez bien que ici, il va y avoir un petit offset à mettre sur la zone en violet. Il va falloir choisir la colonne qui vous intéresse en vert et surtout, il va falloir faire sauter la première ligne. Et derrière, vous allez pouvoir alimenter votre fichier PWL directement avec ce type de données. Et là, oh magie, vous vous retrouvez directement avec la restitution d'un ou plusieurs vecteurs. Donc, vous avez un fichier par vecteur. Et là, vous voyez, c'est la capture d'une trame USB qui a été remise dans LTSpice bah, pour simuler l'intégrité du signal, faire un diagramme de l'œil, vérifier qu'on peut optocoupler une liaison USB, vérifier qu'on peut mettre un transformateur sur une liaison USB. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de jouer avec un signal relativement haute fréquence. Ça peut aussi être la capture d'un profil de charge, d'un vecteur de tension. Vous avez enfin, vous avez carte blanche pour vraiment mettre le fichier du monde, enfin la capture de waveform du monde réel dans votre logiciel de simulation après, grâce à des manipulations qui sont vraiment mineures. Maintenant, on rentre dans la partie itération. Donc, on a vu comment tester un grand nombre de cas sur une seule simulation. Et bien là, on va voir comment, en plus, on peut faire beaucoup de simulations à partir d'un seul et même fichier de schéma. Donc là, la première chose que j'utilise et que je vous invite à utiliser, c'est la directive step et la directive paramètres. Donc vous placez cette directive directement sur... Hop, je vais pousser ça parce que je ne sais pas si ça cache ma slide. Vous placez directement la directive paramètres sur la feuille de schéma LTSpice. Vous pouvez l'utiliser dans un composant. Ça, c'est l'usage basique qu'on retrouve assez souvent. Vous pouvez aussi l'utiliser dans une expression. C'est vrai qu'assez souvent, on me pose la question, tiens, comment on peut faire des multiplications? Bah, tout simplement, dès lors que vous êtes entre accolades, vous allez réussir à taper des fonctions mathématiques. Donc là, par exemple, la racine carrée de la valeur capacité. Et surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser cette directive paramètres dans de multiples composants. Et par exemple, si vous travaillez sur un moteur triphasé, si vous travaillez sur un convertisseur avec 6 MOSFET et que vous voulez changer 6 résistances de grille en même temps, bah là, vous avez juste un paramètre à changer. L'astuce qui est présente sur les nouvelles versions de LTSpice, donc je dis nouvelles, hein, mais à partir de LTSpice 17, donc ça fait déjà quelques années, c'est de cliquer après avoir déjà placé sa directive param sur le schéma, plutôt que d'avoir à tout saisir à la main, donc la ligne qui est en bas de la fenêtre ici, vous pouvez, en recliquant sur votre directive, avoir le param statement editor. Et du coup, ce param statement editor vous permet un peu, à la manière d'un tableur Excel, de remplir vos différents paramètres. Donc là, en l'occurrence, j'ai n kappa sur mon montage et je veux voir l'impact du remplacement
remplacement de n kappa, donc je change leur ESR tous en même temps, leur ESL tous en même temps et leur valeur de capacité tous en même temps également. Donc là, vous voyez, ça se fait en automatique et surtout, ça vous évite les petits problèmes de syntaxe et ça vous permet d'accéder directement à la valeur qui vous intéresse. Donc là, en l'occurrence, on peut aussi utiliser la fonction paramètre pour générer des trains d'ondes. Donc là, en l'occurrence, mes commandes de bras d'onduleur sur un onduleur pour moteur brushless DC, pour moteur BLDC, brushless DC, bah, je vais utiliser tout simplement la multiplication par 1 fois ma tdiv. Je vais pouvoir changer tous mes T-Rise et mes T-Fall en même temps sur l'intégralité du montage. Et là, vous voyez ici, par exemple, ce bras ici va être commandé sur 2 à 6 T-div, de 2 à 6 T-div. Je vais vraiment ici avoir une flexibilité maximale sur la génération de mes signaux et surtout je vais avoir très peu de choses à modifier pour modifier 6 signaux en même temps. Et derrière, ça va me permettre par exemple de générer simplement des différents cas d'usage, de vérifier ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Donc là, avec seulement quelques caractères à changer, je vais modifier la pente de mes signaux avec T-Rise et T-Fall. Je vais modifier les temps morts en ajoutant un hold-off. Je vais pouvoir aussi, en modifiant T-Div, modifier la fréquence à laquelle mon moteur brushless DC est alimenté en champ tournant. L'autre type de directive après paramètres, ça va être la directive step. Donc la directive step, ça va nous permettre, là en l'occurrence, de faire un test de 0 à 10 volts par pas de 1 volt. Donc comme vous le savez, les condensateurs céramiques ont un effet de DC bias. C'est-à-dire que quand ils sont polarisés par une tension DC différente de 0 volts, bah, ils ont tendance à avoir une valeur réelle qui est inférieure à leur valeur nominale en nanofarad. De même, là, vous avez en U1 une ferrite qui va subir ce qu'on appelle le DC bias. Donc, en fonction du courant qui lui est appliqué, sa valeur d'inductance, de réactance plus précisément, va avoir tendance à décroître. C'est l'effet du DC bias parce qu'on commence à saturer la ferrite. Donc là, ici, on a des composants qui, en fonction de la tension qui va être appliquée en entrée du montage, vont voir un courant différent au niveau du U1 et surtout vont voir une tension différente au niveau de C1 et C2. L'équation de la valeur de capacité de C1 et C2, elle, est influencée par un certain nombre de paramètres qui sont mis ici. Et là, la directive AC va nous faire un plot directement entre deux bandes de fréquences. Donc on va faire une analyse AC en superposant à notre source AC une tension continue qui est le DC voltage ici. Et du coup, DC voltage de 0 à 10 volts par pas de 1 volt qui va nous générer une simulation avec 10 steps. Donc ces 10 steps sont représentés ici. Alors c'est pas très parlant comme ça, c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur l'utilisation de la fonction step au début. Alors ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité d'afficher la légende sur cette directive step, tout simplement en cliquant un clic droit sur la fenêtre de plot. Vous allez dans View, Step Legend. Une fois que vous avez cliqué dans View Step Legend, vous pouvez avoir des CV. Voilà, vous avez à 0 volts de tension DC, vous avez la courbe en bleu. Donc là, vous voyez que l'impédance est maximale à basse fréquence. Et plus vous allez monter ici en tension, plus vous allez vous apercevoir qu'il va falloir aller à haute fréquence pour avoir l'impédance maximale du petit filtre qu'on a créé tout à l'heure. Donc là aussi, bah, vous avez la possibilité de choisir dans le menu un certain nombre de steps que vous souhaitez afficher et vous pouvez directement le faire également en utilisant le symbole arrobase. Donc en utilisant le symbole arrobase 1, vous utilisez le premier step de simulation, arrobase 5 le cinquième step et arrobase 9 vous utilisez le neuvième step de simulation. Donc ça vous permet par exemple d'extraire certains points particuliers de votre simulation, certains runs particuliers de votre simulation,
Et aussi, si vous regardez les webinaires anticipés, la CEM avec LT-Spice, ça vous permet par exemple d'extraire en step 1 la caractéristique d'atténuation en mode différentiel et d'extraire en step 2 la caractéristique d'atténuation en mode commun. Donc ça vous permet de tester un grand nombre de scénarios également. Alors n'hésitez pas à abuser de cette directive step. Vous avez vu à quel point ça peut être intéressant d'itérer une simulation pour lancer une simulation qui va vous donner tous les cas d'usage de votre produit. Donc derrière, bah, vous n'avez pas forcément envie de tester tous les cas, de programmer tous les cas. Donc on va voir maintenant comment, en plus de l'itération, on va réussir à faire du tirage aléatoire sur des paramètres que vous souhaitez faire varier sur votre montage. Donc typiquement, faire varier des paramètres dans une plage de tolérance. euh, et vérifier que votre montage, peu importe la tolérance des composants, va avoir à la fin les caractéristiques que vous attendez de lui. Et identifier potentiellement les cas de croisement de tolérance, comme on appelle ça, qui permettent d'avoir par exemple un fonctionnement aberrant du circuit et y remédier. Donc là, vraiment, ça va être parfait pour occuper votre PC pendant les pauses café, les pauses déjeuner, voire même les nuits, hein, nos pauvres PC vont en souffrir. Je sais qu'il y a certains de mes clients qui me disent qu'une simulation chez eux peut durer quasiment une journée. Donc là, bah, n'hésitez pas. En plus, vous allez pouvoir faire tourner et travailler le PC pour valider un grand nombre de cas d'usage en une fois. Autre chose intéressante, c'est que LTSpice peut utiliser qu'au max le nombre de simulations effectuées. Donc vous voyez sur le schéma qui est là, enfin le plot qui est là, vous avez le nombre de runs de simulation qui est affiché sur l'axe X. Et vous voyez, on part de la simulation 0 jusqu'à la simulation 1000. Et là, en l'occurrence, on va tracer trois caractéristiques différentes qui sont la distribution worst case, la distribution de Monte-Carlo et une distribution gaussienne normale. Hop, je vais décaler le petit écran. J'arrive pas à le décaler suffisamment loin. Donc en jaune, vous voyez la distribution gaussienne. Donc la spécificité de la distribution gaussienne, c'est qu'elle va aller prendre un certain nombre d'échantillons en dessous du nombre de sigma et elle va prendre la majorité des échantillons autour de la valeur nominale. Et vous allez avoir une densité de répartition qui sera gaussienne autour d'une valeur. La Monte-Carlo va prendre une distribution relativement uniforme, donc vous voyez c'est les points en bleu, et la worst case va prendre uniquement la tolérance maxi, la tolérance mini, et là on ne le voit pas sur le schéma, mais elle va également prendre la tolérance nominale. Donc vraiment pour détailler, alors je ne sais pas où mettre ce petit truc qui m'embête, voilà. La distribution Monte-Carlo, la distribution worst case pour commencer, excusez-moi. Donc ça, c'est les points qui sont en violet. Et là, vous voyez le petit point violet qui nous manquait sur la simulation précédente. Donc le dernier run de simulation va se faire en prenant la valeur nominale. Donc là, ils prennent plus la valeur tolérancée, moins la valeur tolérancée et à la fin la valeur nominale. Donc là, ça va être vraiment pour une validation rapide aux extrémums de tolérance de votre montage. Ça peut être intéressant pour faire un premier test et vérifier que ça fonctionne bien. Donc ça va aller vraiment très vite, puisque si vous avez un paramètre à valider, bah, vous aurez 3 simulations. Si vous avez 2 paramètres à valider, vous allez vous retrouver avec 9 simulations. Si vous avez, etc., vous allez monter en nombre de paramètres à chaque fois. Euh, on peut utiliser la fonction index. Donc là, vous voyez, on a worst case, la valeur nominale et la tolérance. Et l'index qui est ici va vous permettre de dire bah, est-ce que c'est deux paramètres qu'on va faire varier de manière antagoniste. Donc la seule spécificité, c'est que c'est une fonction qui a pas été mise en place en standard dans LTSpice et que vous avez besoin d'implémenter directement en ajoutant la ligne suivante, function worst case, qui va faire fonctionner l'équation qui est là, enfin la syntaxe qui est ici. Et vous avez également besoin d'implémenter la fonction binary qui va être utilisée à l'intérieur pour générer les différents effets. Alors ça, c'est à utiliser uniquement quand vraiment votre simulation dure très très longtemps. C'est d'ailleurs pas une directive standard de LTSpice, mais
dans les directives standards, vous allez pouvoir avoir la distribution de Monte-Carlo. Donc la distribution de Monte-Carlo est celle qui est la plus pertinente lorsqu'on travaille avec des composants qui sont tolérancés. Donc c'est-à-dire que le fabricant vous garantit que le composant ne sortira pas des 5% ou des 1% de tolérance que vous avez en datasheet. Par contre, pour vraiment avoir une couverture de tous les cas de test, bah, vous allez avoir besoin de nombreuses simulations. D'autant plus si vous voulez tester plusieurs croisements de tolérance, comme je le disais tout à l'heure. L'avantage de cette fonction, c'est qu'elle est directement intégrée dans LTSpice. Donc là, vous avez juste à remplacer l'équation standard de la valeur du composant par l'expression Monte-Carlo avec la valeur nominale et directement la valeur de tolérance. Donc là, en l'occurrence, on a pris 10% de variation autour de la valeur nominale pour la tolérance de cette résistance. Donc 2 ohms avec 10% de tolérance. Donc cette fonction est intégrée dans LTSpice, donc contrairement à la fonction worst case que vous avez vu tout à l'heure, vous n'avez pas de point func à rajouter directement dans votre simulation. Vous pouvez l'utiliser directement, vous pouvez tester votre simulation avec tout ça. La dernière, c'est la distribution gaussienne. Alors, elle est plutôt utilisée dans des cas de composants non tolérancés parce qu'elle va aller chercher une partie de ces points en dehors de la valeur de tolérance. Donc, la majorité des points seront dans la tolérance. Par contre, une partie des points seront en dehors de la tolérance. Donc, on verra tout à l'heure s'il y en a qui sont intéressés par ce type de simulation. Il y a un article spécifique qui est sorti il y a quelques semaines et qui vous permettra de plonger un petit peu plus profond dans l'itération et le tirage aléatoire. Donc ici, cette fonction aussi est intégrée dans LTSpice, donc vous n'avez pas besoin de faire autre chose que ici de saisir la ligne 1 plus la gaussienne de la tolérance. Ici, vous avez une variation de 10%, un écart type de 10% autour de la valeur normale. Alors comment utiliser le tirage aléatoire et l'itération? Bah, tout simplement en définissant un nombre de simulations que vous allez faire. Vous utilisez dans votre simulation des valeurs de composants qui sont des valeurs Monte-Carlo, 1000 ohms avec 5% de tolérance. Monte-Carlo, 1000 ohms avec 5% de tolérance. Et ici, un Monte-Carlo, 4,7 microfarads avec cette fois-ci 50% de tolérance. Donc là, on est plutôt sur un condensateur de type X5R qui a des tolérances beaucoup plus larges quand on va dans les fortes valeurs. Donc là, on va lancer notre simulation, mais notre simulation va avoir va faire 50 runs de simulation pendant 35 millisecondes. Donc on va faire 35 millisecondes de simulation 50 fois de suite. Et voilà ce qu'on va obtenir directement. Donc ça, c'est la tension de sortie que l'on a aux bornes du condensateur. Donc tout à l'heure, je reviens un petit peu en arrière. Ici, on va faire varier la valeur de résistance R1, la valeur de résistance R2 et la valeur de capacité. Et on mesure ici, en sortie de simulation, le V-out. Donc le V-out sur 50 simulations va ressembler à ça. Et du coup, vous voyez bien la dispersion que l'on va avoir, où la valeur maximale va varier entre 3,7 V et un petit peu plus de 5 volts, par exemple ici. Donc, vous pourrez du coup valider une enveloppe par exemple de tension mini-maxi et faire tourner un grand nombre de fois, ou par exemple définir un niveau logique 0, un niveau logique 1 de manière sûre en fonction d'un grand nombre de simulations. Je pense que vous vous rendez déjà compte de ce qu'il est possible de faire dans vos cas d'usage avec les directives d'itération et de tirage aléatoire. Ensuite, bah, une fois que vous savez itérer, créer des vecteurs de test et les utiliser, faire du tirage aléatoire, bah, vous allez avoir besoin d'automatiser l'évaluation, par exemple, de conformité des, ou des mesures un petit peu plus complexes pour savoir si votre montage correspond à vos attentes. Donc là, en l'occurrence, on a un convertisseur de type flyback et on va en sortir directement de cette simulation des mesures.
Donc là, on va tenter d'analyser la robustesse de notre montage en vérifiant que la tension crête au niveau du MOSFET, donc la tension de breakdown, n'est pas dépassée. Donc on va extraire la tension max entre V drain et V source dans la simulation entre 1 et 12 millisecondes. Puis on va essayer d'extraire la tension maximale au niveau de la diode. Donc là, on va aller mesurer la tension de D1 et vérifier que notre diode Schottky qui a été mis ici va bien tenir la tension maximale qui va lui être appliquée. Ensuite, on va aussi essayer d'extraire directement la puissance. Donc là, vous avez l'intégrale de la puissance de V drain fois V source fois I drain. Donc en fait, on est en train de mesurer la dissipation thermique au niveau de Q1, juste ici. Donc là, on va vérifier trois choses. Tension de drain, enfin VDS max, tension de reverse au niveau de la diode et puissance dans le MOSFET. Tout ça en une simulation. Donc là, vous avez l'exemple, lorsque vous lancez votre simulation, vous allez voir après le Spice Error Log qui va vous donner directement ici la tension au secondaire, la tension du MOSFET et la puissance dans le MOSFET ici sur le temps d'analyse considéré. Maintenant qu'on a réussi à sortir ces indicateurs composites de conformité de notre montage, donc on va dire qu'on respecte à la fois les différentes tensions et la dissipation thermique, on va vérifier si on respecte les différentes tensions et la dissipation thermique, non pas sur une tension d'entrée fixe de 30 volts, mais sur une tension d'entrée qui va varier de 30 à 60 volts. Donc là, on va remplacer la valeur de tension de notre source de tension en entrée par un paramètre. Et ce paramètre, on va décider d'itérer avec ce paramètre de 30 à 60 volts par pas de 2 volts. Oui, la simulation dure assez longtemps, donc on va pas faire des pas de 1 volt, on va faire des pas de 2 volts. Et on va essayer de sortir des tendances et de vérifier qu'on n'a pas une tension d'entrée à partir de laquelle ça devient dangereux d'utiliser le MOSFET ou alors une tension d'entrée qui pourrait nous faire avoir une tension trop importante au niveau par exemple de la diode ou une dissipation trop importante au niveau du MOSFET. Donc on va cette fois-ci lancer la simulation. Il va effectuer un certain nombre de steps. Donc là, vous en voyez 16 à l'écran. Ces 16 steps espacés de 2 volts de tension d'entrée à chaque fois vont nous donner la tension au niveau de la diode, la tension au niveau, la tension au niveau du MOSFET et la puissance au niveau du MOSFET. Et dans le Spice Error Log, vous avez aussi la possibilité, en faisant un clic droit sur le fichier de sortie, directement de faire à nouveau un plot des valeurs qui ont été mesurées dans les différentes itérations. Donc en faisant ce plot-là, on va réussir à sortir une information que j'appelle composite, qui est extrêmement intéressante pour la validation de convertisseurs de puissance. Donc là, on dégage une tendance. Donc en fonction de la tension d'entrée, donc là vous voyez ici, j'ai décidé d'afficher cet axe-là, donc j'ai fait un clic droit sur mon axe, et j'ai décidé de plotter les différents résultats ici, en fonction de ma tension d'entrée. Donc il suffit de faire un clic droit sur cet axe-là et de dire que je souhaite faire un plot en fonction de DCV. Donc DCV étant ma tension d'entrée au niveau du montage. Donc là, vous voyez, on a bien de 30 à 60 volts, les tendances qui se dégagent au niveau du montage. Donc on voit que linéairement, quasiment la tension au niveau de la diode du secondaire augmente. Est-ce que 12 volts ne vont pas être problématiques? En général, une shot qui tient au minimum 20 volts, donc ça devrait le faire. Au niveau de mon MOSFET, bah, la puissance que je vais avoir, est-ce que le RTH de mon MOSFET multiplié par la dissipation amputée de la dissipation thermique qu'on va avoir sur notre montage permettent d'évacuer, de maintenir la température de jonction à la bonne température? On va être capable de vérifier. Là, on a une dissipation statique au niveau du MOSFET de environ 800 milliwatts. Et par contre, ici, bah, peut-être que si j'ai un MOSFET en 150 ou 150 volts, ma tension de crête du MOSFET va être problématique. Donc là, je dégage différentes tendances. Le pire cas au niveau de la puissance du MOSFET, c'est aux alentours de 53-54 volts.
Le pire cas au niveau de la tension crête, ça va être au niveau de 60 volts en entrée et également au niveau de la diode au secondaire. Donc là, vous voyez comment vous avez réussi à afficher de manière vraiment synthétique le résultat de 16 runs de simulation et vous pouvez assez facilement valider que votre montage va, oui ou non, survivre au cas d'usage que vous lui appliquez et à la tension d'entrée mini-maxi que vous avez définie. Les directives mesures peuvent être utilisées pour des usages un petit peu plus avancés. Donc là, on a le cas d'usage d'un client qui me posait des questions au niveau d'un PFC. Donc il avait besoin de vérifier, de trouver un montage avec un facteur de puissance qui fonctionnait un petit peu mieux sans ajouter un PFC actif. Donc on a fait un PFC Valley Fill. Donc ce PFC Valley Fill, bah, on peut le valider directement en simulation. Vous avez une tension secteur en violet. Vous avez le courant qui est absorbé par le montage. À l'œil, on n'a pas l'impression que le facteur de puissance est très très bon, mais malheureusement, l'œil n'est pas un outil très précis pour évaluer tout ça. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser LT-Spice et les mathématiques pour vérifier la valeur du facteur de puissance. Donc on repart de la définition de la définition mathématique du facteur de puissance, donc I average, U average, et l'intégrale de U fois I. Ensuite, on va directement afficher, puisqu'on mesure sur un dixième de seconde, on va remultiplier par 10 la puissance et avoir I average, U average. Donc ça c'est, je vous laisse vous repencher sur la définition du facteur de puissance. Ce qui est intéressant ici, c'est de vous montrer qu'on va être capable de réutiliser le résultat de la ligne précédente dans la ligne suivante. Donc là, ici, je vais faire une première mesure, I average, une deuxième mesure, U average, une troisième mesure, ici, qui va être power, qui va être l'intégrale. Et vous voyez que pour le dernier résultat, PF, je vais réutiliser les résultats qui ont été sortis sur les lignes précédentes. Donc en utilisant ça, on a la possibilité de faire des calculs séquentiels sur les différentes mesures que l'on a fait et de réutiliser une valeur de mesure sans sortir du logiciel. Et grâce à cela, on va réussir directement à faire l'évaluation de notre facteur de puissance. Donc il y a un signe moins qui se balade, mais on est bien sur 0,95 de facteur de puissance sur le courant qui est absorbé en jaune par rapport à la sinusoïde secteur. Donc l'objectif du client sur cette simulation-là, sur ce montage-là, était d'avoir un facteur de puissance supérieur à 0,7. Donc là, mission accomplie, on est même bien au-delà du facteur de puissance supérieur à 0,7. Donc bah, l'exemple de l'utilisation de LT-Spice pour faire de la validation de convertisseurs de puissance. Euh, et là, vous voyez l'intérêt et surtout la méthodologie de réutilisation d'un résultat intermédiaire pour arriver à un résultat final qui est le facteur de puissance. Je vérifie le timing, il me reste quelques minutes, je suis dans les temps. L'usage de coordonnées d'affichage exotiques. Alors il faut savoir que la fonction plot de LTSpice est très très flexible et on va voir comment on peut utiliser ces coordonnées exotiques pour valider par exemple le fait qu'on va utiliser notre MOSFET dans une zone bah, où on ne va pas le détruire. Donc vous avez plusieurs manières pour tuer un MOSFET. Vous avez la zone en vert, qui est la zone en surtension. Donc on est dans de l'avalanche, on est sur un dépassement de la tension drain source maximale. Donc on a potentiellement une destruction du MOSFET très rapide si le courant n'est pas limité. On a le surcourant, donc la zone en violet. Et on a également une zone où normalement on n'est pas censé rentrer de toute façon, puisque le RDS on fait que en ayant U égale RI, on ne peut pas en théorie aller dans cette zone-là. Donc ce qui va se placer ici, c'est que je fais la simulation d'un convertisseur flyback et je vais choisir d'utiliser mon axe X, mon axe horizontal, avec la même unité que celle du Safe Operating Area d'un MOSFET qui était présent à la page précédente. Donc je vais utiliser la tension de drain sur mon axe horizontal et derrière mon courant de drain sur mon axe vertical.
Une fois qu'on a fait tout ça, on peut, retracer le Safe Operating Area, donc la zone d'évolution sûre, du MOSFET, pour vérifier qu'on va pas aller travailler dans cette zone ici, qui est une zone de surtension, et dans cette zone ici, qui est une zone de surcourant. Donc là, on a juste des glitches parce qu'on va utiliser la diode interne du MOSFET, la body diode du MOSFET, mais ici, il ne faut pas tenir compte de cette simulation-là. Ce qui nous intéresse ici, c'est est-ce qu'on utilise notre MOSFET en surcourant? Non. Est-ce qu'on utilise notre MOSFET en surtension? Non. Donc on valide déjà dans notre simulation que ce MOSFET utilisé ici ne va probablement pas subir de surcourant, subir de surtension. Ce que j'utilise ici, c'est quelque chose que je fais également dans la présentation Anticiper la CEM avec LTSpice, c'est que j'édite le fichier plot settings. En éditant le fichier plot settings, je vais pouvoir tracer tout simplement des traits à des coordonnées que j'ai extraites de la datasheet. Donc là, par exemple, 250 volts, 100 milliampères, 250 volts, 44 ampères, 250 volts, 44 ampères jusqu'à 5 volts, 44 ampères, etc. Donc vous voyez, je retrace juste ces traits qui sont ici pour servir de guide à l'évaluation du Safe Operating Area. Donc là, vous pouvez tracer tous les référentiels que vous voulez pour comparer votre waveform sur ce que j'appelle cette coordonnée d'affichage assez exotique. Donc là, ça va être très intéressant pour valider l'exploitation d'un MOSFET euh, en quelques secondes de simulation. Une nouvelle fonctionnalité qui est très intéressante pour les gens qui ont tendance à maltraiter le matériel, c'est la fonctionnalité SO à terme. Donc c'est des simulations thermiques directement sous LTSpice. Donc là vous voyez, mon modèle SO à terme est un modèle dans lequel on vient encapsuler notre MOSFET. Donc là mon MOSFET ici M1, je l'ai placé sur mon schéma et je viens coller par-dessus le modèle SO à terme qui se trouve dans la liste des composants. Et ce modèle SO à terme va récupérer des informations au niveau du MOSFET pour me sortir une image de la tension de contact, donc le T-solder, et de la température de jonction. Donc là, ça sort sous forme de tension, mais c'est en fait des images de la température en degrés. 1 volt égale 1 degré Celsius. Ici, vous avez aussi la possibilité d'ajouter dans votre simulation directement un élément qui va jouer un rôle uniquement thermique, mais qui va s'exploiter comme n'importe quel autre élément électrique du circuit, donc à savoir un plan de cuivre, un plan de dissipation au niveau du MOSFET. Vous allez pouvoir donner la surface de contact avec votre MOSFET, donc là on est sur un D2 pack ou sur un D-pack, 8 mm par 8 mm, on a 64 mm² de surface de contact. On a une surface de PCB de 300 mm², une épaisseur de cuivre de 35 micromètres, 1 once, une température ambiante de 85 degrés, un petit peu de flux d'air sur un PCB en FR4 d'une épaisseur de 1,5 mm. Donc vous voyez un petit peu, on a un modèle qui nous permet de jouer avec la thermique directement dans LTSpice et surtout de vérifier que notre MOSFET et notamment sa température de jonction ne vont pas excéder le maximum qui a été fourni par le fabricant, donc 125, 150, 175 degrés, même plus désormais. Ça dépend de la technologie et du MOSFET. Ici, vous voyez, on a des volts, mais c'est en fait une image de degrés Celsius. Donc là, je lance ma simulation, j'ai le courant qui passe dans l'inductance qui est en série avec le MOSFET. Donc là, j'ai un passage bref lors du démarrage du système à 35 ampères et on va être capable de vérifier que ces 35 ampères sont encaissés sans problème par le MOSFET, notamment en vérifiant la température de jonction. Donc là, ça vous donne la possibilité d'aller regarder ce qui se passe à l'échelle de la milliseconde dans un MOSFET, puisque là, ici, vous voyez, la température de jonction s'élève assez rapidement, se stabilise autour de 96-97 volts, et là vous voyez la chaleur qui commence à fluer progressivement dans le boîtier au travers du semi-conducteur, puis de la semelle, etc. Et vous avez la température de solder qui vous est donnée ici.
Donc la température à l'extérieur du boîtier, à l'interface entre votre PCB et votre composant. J'arrive avec 1 minute de retard à la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Vous connaissez peut-être déjà Anticiper la CE avec LT Spice. Si c'est pas le cas, je vous invite à vous pencher sur les replays. Vous allez voir tout ce qu'il est possible de faire d'un point de vue CEM avec LT Spice. Aujourd'hui, vous avez vu la validation des convertisseurs de puissance 1 sur 2 avec LT Spice, donc une version raccourcie, puisque les autres exemples prennent relativement longtemps à présenter. Il y a quelques semaines, l'intégrité du signal avec LT Spice est sortie. Ce fichier est disponible sur le site d'Analog Devices. Je l'ai écrit avec Richard Henslow, qui est chez Analog Devices, et on explore la possibilité de faire de l'analyse d'intégrité du signal avec LTSpice directement. Vous retrouverez un certain nombre d'exemples qui étaient présents dans la présentation. Vous reconnaissez celui-ci, la petite capture du Rode-Schwarz. Vous reconnaissez aussi la génération d'un certain nombre de vecteurs. Et si vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse, vous avez également des cas d'usage et des détails sur l'utilisation des fonctions d'itération et de randomisation, donc de tirage aléatoire. Excusez-moi pour le terme en anglais. Voilà, je suis disponible si vous avez des questions. J'ai pas vu trop celles qui sont Merci passées. Sylvain. En tout cas, oui, c'était juste pour te dire, je pense que tu as été très très clair parce qu'il n'y a eu aucune question de poser, ni via le chat, ni en question-réponse. Donc, je pense que c'est limpide. Généralement, je prends les questions par mail et sur mon LinkedIn quelques mois, quelques semaines plus tard, le temps que vous digériez tout ça. Donc, n'hésitez pas à me contacter, à essayer ces outils et je serai heureux de vous aider à faire le maximum d'erreurs sur LTSpice pour en faire le minimum sur le PCB. Je vois des... Alors, je souhaite revoir. Tu Merci. vois aussi? Ouais. Merci beaucoup. Bon. Bah, je n'hésitez pas, je pense qu'on fera un petit mail récapitulatif avec les liens pour la Alors oui, partie c'est ce que j'allais dire. Je pense que anticipée. Ouais. on va diffuser a posteriori le PDF si tu souhaites le retravailler un petit peu et ensuite on le mettra à disposition si tu Mhm. es d'accord. Bon, il faut battre le Ouais. fer tant qu'il est chaud. Je pense que je Mhm. vais envoyer le PDF là dans les prochaines minutes avec les liens vers les différents articles. Audrey, je te laisserai mettre le lien vers les replays des webinaires. On en a même Oui, des versions en français oui. pour tous ceux qui préfèrent éviter mon accent anglais. C'est exact, parce que oui, je voulais te remercier parce qu'effectivement, tu as refait la présentation que tu avais déjà réalisée, mais en anglais. Donc, merci pour les francophones parce que elle avait eu beaucoup de succès. Du coup, c'était important de la décliner aujourd'hui. J'ai une question là, je ne sais pas si tu l'as vu passer. Juste concernant le design de filtre CEM, le document est disponible. Est-ce que tu vois Le quel design doc? de filtre CEM, alors il y a quelques éléments. C'est le fichier Filter Design Workshop. Je l'ai pas encore fait en français. Filter Design Workshop qui va vous donner la possibilité de designer vos filtres et de tester vos filtres directement sous LTSpice. Ce webinaire-là, je pense qu'on ne l'a pas encore fait. Le fichier, je peux le mettre à disposition. Je l'ai peut-être fait en anglais. Voilà. Donc, s'il y en a qui souhaitent se pencher dans le design de filtres sous LTSpice, il y a quand même possibilité voilà, d'aller voir tout ce qu'on peut faire de loufoque avec LTSpice. Voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Au pire, je vous renverrai le PDF si besoin. Ouais, bah, effectivement, tu restes, comme tu l'as dit, joignable, sur, LinkedIn ou par email. On répond bien évidemment aussi via les contacts habituels, hein, de chez Virtu Electronics France. Si vous voulez passer par vos commerciaux, aucun problème pour nous. L'adresse générique, c'est isos-france@we-online.com. Pour continuer de suivre aussi, toute l'actualité, de Virtu Electronics France et notamment si on réalise de nouveaux webinaires. Alors là, pour cette année, non, tu clôtures, l'année, Sylvain.
Mais si on en repropose, l'année prochaine, pour, suivre l'actualité, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la page, LinkedIn France puisque c'est ici que nous postons la plupart, des informations. Simon, de ton côté, toi, tu n'as pas de d'intervention? Juste pour savoir si tu es encore là? Oui, oui, je suis encore là. Non, Ah, je c'est peux tout bien. relever et c'est nickel pour moi. OK. Bah, merci beaucoup Sylvain pour ton temps et ta présentation. Bah, merci pour l'organisation et à très bientôt et on fait ce petit mail récap rapidement pour ceux qui veulent, commencer à faire souffrir leur PC, pour valider leur design. OK. Et ben, bonne journée à tous et bon week-end en avance. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.